Voilà, donc je suis Clotilde Rouillon, chargée du management de l'action CIPRE pour Arvalis et pour ce webinaire, votre animatrice. Je vous souhaite à tous les bienvenus ainsi qu'aux 4 collègues qui interviennent cet après-midi. Donc, dans l'ordre, Anne-Laure Toupet de Cordoue pour Arvalis, Rémi Duval pour l'ITB, Stéphane Cadou et Vincent Lecomte pour Terrinovia. Putain, ça marche. Donc, on est en route pour ce premier webinaire qui est une introduction à chaque autre séquence technique au cours desquelles nous pourrons vous présenter les travaux que l'on mène dans CIPRE depuis 8 ans dans 5 territoires de grande culture. Et vous voyez donc les 5 séquences à venir sur les 5 régions de grande culture. Et vous trouverez dans le chat le lien pour vous inscrire donc à ces prochaines sessions. Merci à Claire, d'ailleurs, qui nous accompagne pour l'organisation de ce webinaire, de nous avoir remis ce lien. Alors, notre but en vous proposant ces webinaires, c'est de mieux vous faire connaître l'action CIPRE qui est menée en inter-institut et de partager avec vous les productions qui en sortent et qui en sont issues depuis maintenant 8 ans. La finalité, c'est de vous donner envie d'aller creuser certaines informations sur les différents supports que l'on met à votre disposition, entre autres notre site web, mais aussi d'aller interroger nos collègues en région sur ces travaux. Et puis, pourquoi pas vous donner aussi l'envie de tester certaines solutions techniques que l'on a mis à l'épreuve dans l'action CIPRE ou d'utiliser des outils que l'on développe maintenant depuis quelques années. Alors, sans attendre, je vais donner la parole aux différents intervenants. D'abord, Rémi Duval qui vous fera une présentation générale de ce qu'est l'action CIPRE. Anne-Laure, ensuite, vous présentera les plateformes expérimentales et les premiers enseignements. Stéphane Cadou vous parlera des réseaux d'agriculteurs qui sont aussi partie prenante dans cette action. Et enfin, nous aurons une présentation de l'Observatoire de CIPRE par Vincent Lecomte, donc cet observatoire qui nous permet de situer la performance des systèmes que l'on étudie dans les territoires de grande culture. Vous pourrez poser vos questions dans le chat. Nous aurons 2 séquences pour y répondre, après l'intervention d'Anne-Laure et puis en fin de webinaire. Voilà, je laisse la parole et la main à Rémi pour la première partie. Merci Clotilde. Donc, Rémi Duval, je vais vous présenter rapidement le cadre général de l'action CIPRE. C'est une action que nous avons démarrée en 2014, qui est planifiée à un horizon 2025. C'est un programme qui est coopératif entre nos 3 instituts, Terrinovia, Arvalis et donc l'ITB. Et c'est une action. Alors, je ne sais pas pourquoi ça passe un peu tout seul. Je crois que c'est toi, Clotilde, qui Oui, a encore la j'arrête. main. Je voulais chatter, mais je ne peux pas. Donc, je ne fais plus rien avec D'accord, mon non, mais c'est bon. ordinateur. C'est bon. Donc, c'est une action qui est construite pour impliquer nos 3 instituts dans l'accompagnement de la transition agroécologique des exploitations. Alors, mettre en œuvre les leviers de l'agroécologie, ça veut dire se placer à une échelle systémique, d'où ce travail qui se fait en coopération entre nos 3 instituts de grande culture. Alors, le challenge de cette action, c'est de viser la triple performance des exploitations. Ça veut dire, alors, non pas double performance, comme on le dit généralement, mais bien triple performance, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur la productivité au même niveau que les enjeux économiques, de performance économique et de réduction des impacts environnementaux. Alors concrètement, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. On décline cet objectif de triple performance en 6 sous-objectifs, disons. La rentabilité des exploitations, la productivité, la réduction de l'usage des intrants, donc ça se caractérise entre autres par l'IFT, et puis on a aussi un focus sur l'azote. Les émissions de gaz à effet de serre, derrière c'est l'enjeu en atténuation du changement climatique. La consommation et l'efficience énergétique des exploitations. Et on a aussi inscrit un enjeu de stockage de matières organiques, qui
recoupe un petit peu le carbone, enfin l'effet carbone, atténuation du changement climatique, mais qui est spécifique dans le sens où c'est aussi un sujet relatif à la qualité des sols. Alors, comment dire, derrière chacun de ces enjeux, nous avons un objectif précis, chiffré, dans la mesure du possible, donc en se donnant une cible concrète à obtenir dans les systèmes sur lesquels on travaille. Et je peux ajouter aussi que dans les enjeux, dans les objectifs que nous avons, nous devons proposer des leviers agroécologiques le plus opérationnels possible. Alors, peut-être que c'est toi, Clotilde, qui peut passer là, Nadia. Si, ça marche. Non, c'est allé trop loin. Pardon. Alors, dans cette action CIPRE, nous avons souhaité nous confronter au réel. C'est-à-dire que nous déclinons l'action en 5 régions qui sont ici sur la carte, avec des contextes variés mais bien différenciés. Et dans chacune de ces régions, nous mettons en place les 3 volets que vous avez aperçus en introduction. Donc les plateformes expérimentales, des réseaux et un observatoire, lesquels vont maintenant être développés dans la suite du webinaire. Alors, vous voyez ici que nous avons dans chacune des régions un comité de pilotage qui, d'une part, s'est approprié les objectifs généraux de l'action CIPRE, que le comité, donc un comité qui a pu préciser ces enjeux dans un contexte local et qui aujourd'hui contribue à la conduite et au suivi de l'action dans les régions. Alors, donc, on va maintenant regarder ces différents volets un par un. J'arrive à voir les deux. Sachant que voilà, on va consacrer un peu plus de temps ici dans ce webinaire au volet plateforme, donc au premier volet qui a été mentionné. Et donc, c'est Anne-Laure qui va pouvoir prendre la suite. Bonjour. Bonjour Anne-Laure, je vais te laisser prendre la main. Alors, par contre, j'ai un petit problème de souris. Ça vient. Tu peux recommencer, s'il te plaît? C'est en cours, Clotilde. D'accord. Écoute, tu vas passer pour moi. D'accord. Et au passage, je me permets un petit message à Claire, si tu sais comment éteindre les micros des participants. Voilà, parce que j'ai peur de manipuler mon ordinateur pendant la présentation. C'est à toi, Anne-Laure. Merci Clotilde. Donc, je vais vous parler maintenant des plateformes expérimentales, donc l'un des 3 volets de l'action CIPRE. L'idée, c'est de vous donner dans cette présentation un aperçu des plateformes, des systèmes qui sont testés, de leur niveau de rupture et de résultats à la fois agronomiques et de multiperformance qui sont obtenus pour le moment sur nos plateformes. Alors, nos plateformes, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Vous avez ici 5 photos qui montrent les plateformes expérimentales dans nos 5 territoires. Il s'agit de parcelles de 5 à 10 hectares, mises en place en 2016 pour au moins 10 ans. L'idée de se projeter sur des conditions les plus proches possibles de conditions agricoles, avec du matériel agricole de taille réelle. Et on expérimente sur chacune de ces plateformes 2 systèmes, au minimum 2 systèmes. Un système de référence et au moins un système innovant, plusieurs systèmes innovants dans le cadre d'une des plateformes, qui est la plateforme du Béarn. Alors, le système de référence, c'est une rotation qui est classiquement conduite par les agriculteurs sur les territoires en question et dans laquelle on conduit les cultures de la meilleure manière possible. On suit les conseils techniques des instituts. Sur les systèmes innovants, on cherche à combiner un maximum les leviers de façon cohérente, de manière à viser les objectifs nationaux et les objectifs locaux présents sur chacune des plateformes et qui ont été présentés par Rémi précédemment. Alors, toutes les cultures des 2 systèmes sont présentes tous les ans, l'idée étant de pouvoir observer les performances de ces 2 systèmes en se confrontant à des conditions climatiques qui soient variées.
Ces systèmes ces plateformes sont des plateformes qu'on veut génératrices d'innovation. En fait, on teste, on met au point, on évalue des pratiques, on évalue des combinaisons de pratiques, on teste, on évalue des règles de décision, des règles de pilotage sur chacune de ces systèmes. Alors, je vous ai parlé de levier, ça reste encore assez général. Je vais rentrer dans le détail maintenant en vous donnant une idée plus concrète des leviers qui sont mobilisés globalement sur les plateformes, et je vous donnerai ensuite quelques exemples. Donc, nos plateformes, on mobilise dans les systèmes innovants les principaux leviers qui sont indiqués sur ces diapositives-là. En fait, on a des rotations qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus diversifiées dans la majorité de nos systèmes innovants par rapport aux systèmes de référence. Exemple, dans le Lauragais, on a un système de référence de 2 ans. On a une rotation qui s'allonge à 8 ans dans le système innovant. Dans le Berry, on a une rotation de 3 ans en système de référence. On a une rotation de 9 ans dans le système innovant. On introduit des nouvelles cultures, donc, et on introduit également des séquences où on va avoir 2 cultures la même année qui vont être récoltées. Donc, par exemple, avec l'introduction d'une culture intermédiaire à valorisation énergétique pour un débouché méthanisation, ou de culture dérobée quand on le peut, après une culture qui aura été récoltée plus rapidement, tôt dans la campagne. Alors, au-delà de la diversification et de l'allongement des rotations, on introduit aussi beaucoup de couverts, que ce soit des couverts en interculture courte, en interculture longue, ou des couverts qui sont associés aux cultures. Exemple, des couverts de colza, des couverts associés à la culture du colza pour limiter la pression des ravageurs, limiter le développement des adventices et autres services. On introduit aussi beaucoup de légumineuses dans nos rotations, dans nos systèmes innovants. Cette fois-ci, encore une fois, à la fois en tant que culture principale ou en tant que couvert. Il peut s'agir de pois chiches dans le Lauragais, de lentilles dans le Berry, de soja dans le Béarn, et j'en passe. Et puis enfin, dans la majorité des systèmes, on réduit aussi de façon forte le travail du sol, en essayant de recourir bien davantage au semi-direct, au strip-till, ou en tout cas en étant beaucoup plus flexible sur ce travail du sol. Donc ceux-ci sont les principaux leviers mobilisés, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Le désherbage mécanique, le recours à des produits de biocontrôle, à des produits résiduaires organiques, etc. Alors, je vous ai mis ici un petit graphique qui se veut vous montrer le niveau de rupture qu'on atteint dans nos systèmes innovants par rapport au système de référence. Donc, chaque point de départ d'une trajectoire, ça correspond à un système de référence, et du coup, le bout de la flèche correspond au système innovant. On voit dans la majorité des cas qu'on augmente très fortement le nombre de cultures de vente différentes dans la rotation. Et on voit aussi que dans la majorité des cas, on va réduire le recours au labo. Alors, pour vous montrer plus concrètement quelques exemples et la façon dont on combine les leviers à l'échelle de la rotation des systèmes innovants, je vous propose ici un exemple dans le Lauragais où on combine les leviers pour réduire l'érosion en coteaux argilo-calcaire, donc c'est une problématique locale forte dans la région. Notre système de référence ici, vous le voyez à gauche, c'est une rotation de 2 ans, tournesol blé dur, avec un recours au labour 1 an sur 2. Et dans notre système innovant que vous voyez juste à côté, on a une rotation qui s'allonge sur 8 ans. On va chercher à couvrir le sol au maximum, soit par l'introduction de couverts, soit par l'introduction d'une autre culture, pour avoir 2 cultures de suite au sein d'une même campagne culturelle, et soit par l'introduction même d'un couvert qu'on va laisser durant 2 campagnes culturelles. Là, vous le voyez en haut à droite, entre le colza et le blé dur. On voit en fait le taux d'occupation dans ce système innovant, quand on l'a calculé, il est de 89%. Autrement dit, le sol nu ne représente que 11% de la durée sur ces 9 ans, contre 52% dans le système de référence. Donc la différence est énorme. En plus de leviers mobilisés pour couvrir le sol, on a aussi cherché à réduire le travail du sol en maximisant le recours à des semis ou semi-directs, ou le recours au strip-till. Et les résultats agronomiques sont là vis-à-vis de l'érosion, à la fois visuelle dans la parcelle, et quand on a fait un test de stabilité structurale sur des prélèvements de sol dans ces 2 parcelles, donc c'est des parcelles de tournesol, on voit très, très nettement la différence entre le système
innovant et le système témoin, donc avec une plus forte stabilité structurelle du sol dans le système témoin. Donc c'était en 2021, donc ça, 5 ans après la mise en place des essais. Alors, autre exemple, sur la plateforme du Berry, ici la problématique agronomique majeure locale, c'est la pression vulpin. On a un système de référence qui est classique pour la région, qui est un système en 3 ans avec 3 cultures d'hiver, colza, blé tendre et orge d'hiver, et avec du travail du sol superficiel. Et dans le système innovant, de même, on va chercher à combiner les leviers, alors pour cette fois-ci limiter le développement des adventices, à la fois, donc cette fois-ci en allongeant la rotation et en introduisant des cultures qui vont rompre le cycle des adventices. De manière notable, ici on introduit un maïs suivi d'un tournesol, donc 2 cultures d'été, dans un secteur dans lequel il s'en fait peu. L'idée étant de rompre le cycle des adventices fortement durant ces 2 ans. Et on va aussi chercher à éviter les levées d'adventices tant qu'on peut en semant en semi-direct, donc les cultures d'hiver. Et quand on a besoin de faire du travail du sol pour implanter correctement les cultures de printemps, on va chercher avant à faire des faux semis de manière à déstocker, à détruire les adventices en place. Un exemple ici visuel en termes de résultats agronomiques sur le blé de colza du système de référence à gauche et sur le blé de tournesol, donc le blé qui suit la séquence maïs-tournesol du système innovant à droite, où on a un niveau de salissement bien moindre dans le blé de notre système innovant. Et derrière ce niveau de salissement bien moindre, on a aussi des IFT herbicides qui sont plus faibles, des rendements qui sont plus élevés et des marges qui sont du coup plus intéressantes. Alors, pour en venir justement à ces résultats... 10 petites minutes alors. Pour en venir à ces résultats économiques, techniques, économiques, de multiperformance, je vais vous partager quelques résultats tout d'abord techniques et environnementaux. Ici, on a les indicateurs, vous le voyez sur la gauche, les indicateurs de performance prioritaires nationaux qu'on vise au niveau de nos 5 plateformes. Et puis, on représente les résultats de performance des systèmes innovants en comparaison ici avec les systèmes de référence. On voit très clairement globalement une bonne satisfaction, une bonne atteinte de nos indicateurs de performance techniques et environnementaux. Vous voyez notamment sur la consommation en azote minéral, une très forte baisse de la quantité d'azote minéral apportée dans les systèmes. On dépasse largement les 20% de réduction d'azote minéral qu'on s'était fixé sur 4 des 6 systèmes innovants. Et ça amène du coup une réduction des émissions de gaz à effet de serre intéressante et une baisse aussi de la consommation énergétique sur ces systèmes. Alors, c'est notamment en lien avec l'introduction de légumineuses ou de cultures moins exigeantes en azote dans la rotation, en tant que c'est un effet mécanique en fait de dilution du coup à l'échelle de l'assolement de la quantité d'azote apportée du coup aux cultures, et également lié à l'introduction de couverts de légumineuses avant des cultures de vente qui sont, elles, consommatrices d'azote, sur lesquelles, du coup, on se permet de réduire les quantités d'azote minéral apportées. Vous voyez sur le graphique, justement, la mobilisation de ces 2 leviers, l'introduction de légumineuses en culture de vente et l'introduction de légumineuses en tant que culture intermédiaire dans les systèmes. On voit qu'on a plus une ou plus 2 cultures de vente de légumineuses en général dans nos systèmes innovants, et au moins ça, voire davantage en tant que culture intermédiaire. Alors, au-delà de ces 3 premiers indicateurs que j'ai abordés, je voulais faire un focus sur quelques points qui me semblent intéressants. Donc, vous voyez ici sur le système du Lauragais que je vous ai présenté tout à l'heure par rapport à la problématique d'érosion des sols. On le voit ici en termes d'évaluation de l'augmentation de la teneur du stock de matière organique des sols, qui est modélisé à 30 ans à plus 10%. Donc, c'est notable, cette performance, elle est clairement atteinte pour le système innovant du Lauragais. Je voulais m'attarder maintenant sur 2-3
peut-être points plus surprenants sur lesquels on ne s'attendait pas forcément et qui me semblent aussi riches d'enseignements. C'est les 3 petits points rouges là sur le tableau. Sur le système du BRI, on s'attendait plutôt à réussir à maintenir, voire à augmenter le stock de matière organique. Néanmoins, on observe donc on a estimé une perte de 5% du stock de matière organique au bout de 30 ans. Alors pourquoi? C'est lié au fait que dans le système de référence Colza-Bléorge, on est sur 3 cultures qui restituent une biomasse intéressante et donc qui stockent de la matière organique, tandis que quand on introduit des nouvelles cultures dans notre système, finalement, les nouvelles cultures introduites sont des cultures qui restituent moins de biomasse aérienne et racinaire. Et donc, malgré la présence de couverts plus importante dans le système innovant, le stock de matière organique s'amènerait à diminuer. Tu as 5 minutes, Anne-Laure, si je peux me permettre. Ah, ok. Et puis, alors, ouais, très bien. Et puis, alors, du coup, pour le système, pour 2 autres surprises, donc sur le système du Lauragais et puis sur le système innovant I1 du Béarn, on a des systèmes de référence qui ont des IFT faibles liés aux cultures qui sont présentes, le tournesol et le blé dur présents largement dans ces 2 systèmes, ce qui fait que l'introduction de nouvelles cultures amène des IFT plus élevés. Alors, on terminera ici sur les aspects de productivité et de rentabilité qui, elles sont impactés actuellement sur 5 des 6 systèmes innovants. Il y a différentes raisons. D'une part, liées à l'introduction de cultures moins productives dans les assolements. C'est typiquement le cas en Picardie, où on dilue la sole de betteraves et de pommes de terre en introduisant des nouvelles cultures, ce qui fait que forcément, on réduit la quantité de production d'énergie, produite par le système. Et c'est également lié à des apprentissages techniques qui sont mis en place pour mieux maîtriser certaines cultures ou techniques culturales. Je vous disais, la betterave, la pomme de terre, on va chercher à réduire le travail du sol et à les implanter avec des techniques innovantes de strip-till, sur betterave ou de pré-butage sur pomme de terre. C'est des techniques qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc forcément, les premières années, on apprend et on a un impact qui s'en ressent sur le rendement. Indéniablement, qui dit baisse de produits bruts dit baisse de marge, en tout cas, c'est ce qu'on constate sur nos systèmes, pour lesquels, même dans les systèmes avec une forte baisse en intrants, et donc une forte baisse des charges d'intrants, la baisse des charges n'est pas suffisante pour compenser la perte de produits bruts qu'on observe sur nos systèmes. Je vous laisserai suivre le webinaire sur le Béarn pour mieux connaître un des systèmes qui atteint par contre la multiperformance aujourd'hui. Déjà, c'est le système T3 du Béarn. Juste pour vous donner un aperçu de ce système, on est sur un système en 2 ans au lieu d'1 an, donc un système où on introduit un soja après le maïs et où on introduit également une cive avant le maïs, ce qui fait qu'on concilie à la fois les intérêts du soja, qui est une légumineuse, une culture à faible IFT et une culture rentable dans le Béarn, mais qui est moins productive que le maïs, avec l'introduction d'une cive qui permet de gagner en productivité totale à l'échelle de la rotation. Alors, je termine ici pour vous donner quelques ingrédients clés qui nous semblaient intéressants à partager pour réussir une transition de son système de culture, et bien illustré par nos 5 plateformes. Donc, le maintien d'une part significative d'espèces majeures pour maintenir la productivité des séquences, l'ajout de cultures mineures pour fournir des services, l'utilisation de pratiques culturales compensatoires pour sécuriser ou augmenter les rendements des cultures mineures et fournir davantage de services écosystémiques. Ça va être par exemple le cas de la cive, dans l'exemple du Béarn, juste abordé rapidement précédemment. L'utilisation d'une approche systémique pour choisir les combinaisons de leviers et une adaptation continue du système de culture.
Donc, vous voyez que nos systèmes aujourd'hui sont extrêmement intéressants pour certains résultats agronomiques. Ils atteignent globalement de manière satisfaisante nos performances techniques et environnementales attendues. Et pour autant, on a encore une marge de manœuvre sur laquelle il faut qu'on s'améliore pour atteindre les résultats, les objectifs visés en termes de performance, de productivité et de rentabilité. Pour terminer, ça me semble important de rappeler que nos plateformes expérimentales sont un lieu de mise à l'épreuve, de mise au point de système, de nouvelles pratiques, de nouvelles séquences. Donc, il faut apprendre pour réussir, il faut pratiquer pour réussir, et ces plateformes expérimentales en sont un bon exemple. Et elles permettent également de quantifier les performances et les contre-performances qu'on obtient sur ces systèmes innovants. Très bien. Merci à toi, Anne-Laure. Et désolée de jouer les maîtres chronos, mais voilà, je voulais m'assurer qu'on ne déborde pas. Comme promis, une petite séquence de questions avant de poursuivre. Alors, il y en a quelques-unes dans le chat qui s'adressent essentiellement à toi, Anne-Laure, mais Rémi, n'hésite pas à compléter aussi. Alors, deux questions qui concernent les plateformes expérimentales, pardon. En tant que telles, de savoir donc s'il y a une réflexion sur le parcellaire pour limiter l'érosion. Puisque tu nous parlais de la lutte contre les réseaux essentiellement dans l'Ouraguais, est-ce que le levier agencement du parcellaire a été mobilisé? Et une autre question qui concerne la gestion du maïs dans le Berry, puisqu'on introduit cette culture, est-ce qu'il s'agit d'un maïs traité en sec ou en irrigué? Je te laisse répondre et puis je te poserai les autres questions ensuite. Ok, très bien. Alors, pour répondre à la première question, est-ce que le parcellaire est intégré, est un levier mobilisé pour réduire l'érosion? Non. Alors, on est sur des plateformes sur lesquelles on teste des systèmes de culture et on s'arrête à cette échelle-là, notamment par le dispositif expérimental qui est mis en place, dans lequel on a à la fois sur la même plateforme des parcelles qui concernent le système de référence et des parcelles qui concernent le système innovant. Donc, on ne pourrait pas se permettre d'utiliser ce levier parcellaire. Mais en effet, on pourrait aller, il y a un intérêt à aller au-delà en mobilisant des leviers extra-système de culture, si je puis dire. La deuxième, alors par contre, on est bien en système, on est bien en conditions de coteaux argilo-calcaires. Donc, on est vraiment en conditions agriculteurs sur lesquelles on voit ces problématiques d'érosion. Sur la deuxième question, par rapport au maïs sur la plateforme du Berry, on n'est pas en conduite en irrigué, on est en conduite en sec, et c'est d'ailleurs le cas sur l'ensemble des plateformes CIPRE aujourd'hui. Par contre, on va faire des diagnostics agronomiques au bout de chaque campagne culturelle, et on va notamment regarder aussi des aspects bilan hydrique et stress hydrique pour chacune des cultures. Très bien, merci Anne-Laure. L'autre série de questions concerne les résultats en matière d'IFT pour les systèmes innovants. Donc, il y a une question sur les leviers mobilisés. Est-ce que vous jouez sur les variétés pour baisser les IFT? Et une question plus générale, qui est de savoir pourquoi est-ce que l'on n'atteint pas une réduction de moins 50% d'IFT en système innovant par rapport au système témoin? Est-ce que la perte de rendement aurait été trop forte? Et si oui, comment est-ce qu'on peut le savoir? Et une dernière question sur les IFT qui vient d'arriver, qui était de savoir comment étaient calculés les IFT. Ok. Alors, donc, sur les IFT, donc, je vais peut-être répondre déjà à cette question sur le calcul des IFT. Donc, on utilise le logiciel, l'outil Cister pour calculer les différents indicateurs de performance, la majorité de ces indicateurs de performance que je vous ai présentés, dont les IFT. Donc, on utilise le référentiel du ministère de l'Agriculture. Ensuite, sur les leviers mobilisés, est-ce qu'on utilise le levier variétal? Oui, évidemment, on utilise le levier variétal. On utilise également un certain nombre d'autres leviers. On diversifie les espèces. On utilise
Par exemple, je parlais du colza associé, on va du coup mettre notre colza avec on l'associe avec un couvert de légumineuses qui va nous permettre de conduire des colzas sans insecticides, par exemple. Et on va aussi du coup choisir pour ce colza, si je prends cet exemple-là, une variété adaptée. En introduisant également, en l'associant avec une variété plus précoce par rapport à des problèmes méligettes en général. Donc évidemment, on utilise ce levier variétal et bien d'autres. Après, pourquoi est-ce qu'on ne répond pas n'atteint pas les moins 50% de réduction d'IFT qu'on vise? Alors là, les raisons sont multiples. Mais si je prends par exemple l'exemple du lauragais sur lequel on voit qu'à l'inverse, on cherchait on a fait des efforts pour réduire les IFT, en fait, on les augmente. Je vous ai parlé du point de départ qui est du coup l'IFT du système de référence qui peut être faible. Il y a d'autres raisons, c'est quand on cherche à concilier des objectifs de performance. Sur le lauragais, on va donc chercher à réduire à atteindre tous les objectifs qu'on je vous ai présentés. On va aussi chercher à réduire les problématiques d'érosion. Donc, par exemple, on va réduire le travail du sol au maximum. Qui dit réduction du travail du sol dit qu'on a davantage besoin de recourir aux herbicides pour maîtriser les adventices s'il y a eu des problèmes de salissement des parcelles. On est donc sur cette conciliation au maximum des objectifs, en prenant en compte les objectifs prioritaires auxquels est confronté chaque territoire, pour viser la meilleure conciliation, on va dire, entre performances. Effectivement, et le résultat, sans faire prendre trop de risques aux cultures, c'est une baisse d'IFT qui n'atteint pas aujourd'hui encore les moins 50%, mais ça reste parmi les critères que l'on suit. Peut-être, oui, alors peut-être un élément supplémentaire, hein, c'est que… Quelques microsecondes pour finir, oui. Je me permets, ça ne nous satisfait pas aujourd'hui. Les contre-performances qu'on vous a présentées ne nous satisfont pas aujourd'hui, et on est dans cette démarche d'amélioration continue de nos systèmes de culture. Donc, quand on se rend compte au bout de plusieurs années que les IFT n'ont pas été réduits, chaque année, en fait, on fait un bilan et on s'interroge sur des modifications, des ajustements de nos systèmes à mettre en œuvre. Ça peut passer par un changement de technique d'implantation ou de travail du sol à l'interculture, et ça peut également passer parfois par un changement d'une séquence de culture. On supprime une culture, on la substitue par une autre dans cet objectif d'améliorer la multiperformance de nos systèmes. Très bien. Merci d'avoir complété, Anne-Laure. On quitte les parcelles expérimentales pour aller chez les agriculteurs maintenant. Et Stéphane, on te laisse nous présenter les travaux que l'on mène avec ces réseaux innovants. Merci. Ok, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de comment on mobilise dans le CIPRE des agriculteurs dans le cadre du volet réseau pour contribuer globalement à la co-innovation de l'action CIPRE. J'espère que ça a fonctionné au niveau du passage de diapo parce que je ne vois pas les flèches. Mais voilà. Donc premier élément autour des réseaux d'agriculteurs, c'est de dire que clairement dans l'approche réseau d'agriculteurs, et d'ailleurs globalement dans CIPRE, on n'est pas dans une approche de diffusion des systèmes de culture. Sur ces approches systémiques très, très globales, on voit bien que ça ne fonctionne pas de concevoir des innovations en station et de diffuser directement clé en main ces systèmes de culture aux agriculteurs. Pour arriver à travailler avec les agriculteurs au changement de système, on a besoin d'une autre forme d'approche qu'on appelle des approches d'accompagnement, de co-innovation. Et ça consiste à mettre l'agriculteur d'abord au centre du système et pas juste à la fin récepteur de système clé en main. Donc on le met au centre, porteur de ces problématiques, de ces spécificités locales. Et ce qu'on fait, c'est les ingénieurs de recherche et développement, les conseillers, on lui apporte plutôt des outils et des méthodes pour l'aider à trouver des solutions qui sont adaptées à sa situation. Dans CIPRE, en particulier dans l'approche réseau d'agriculteurs, on est résolument dans ces approches d'accompagnement. Alors concrètement, comment on fait, comment on fonctionne avec les réseaux d'agriculteurs, et comment aussi on interagit avec les plateformes, parce qu'il y a toute cette interaction qui est utile à CIPRE et à la co-innovation. Donc si on regarde à gauche, donc effectivement, on accompagne des réseaux d'agriculteurs, on s'appuie sur des
partenaires pour accompagner des réseaux d'agriculteurs, c'est-à-dire on va les aider à imaginer des choses, à tester des choses, à évaluer des choses. Donc, c'est pour ça qu'on voit cette photo sur le terrain, parce qu'on va souvent sur le terrain faire des observations avec les agriculteurs, souvent en réseau pour partager des choses que chacun fait dans son exploitation. Voilà. De l'autre côté, on voit les plateformes que vient de présenter Anne-Laure. Donc, des plateformes qui sont là pour explorer davantage d'innovations, se projeter, tester des innovations un peu plus de rupture. Et la façon dont on interagit, d'abord, on va mobiliser les agriculteurs des réseaux dans la conception du système innovant qui est expérimenté dans les plateformes. On les a mobilisés au départ quand on a imaginé les systèmes, donc on les a imaginés avec eux. Ils contribuent aussi à leur évolution. Anne-Laure vient d'expliquer que quand on n'est pas satisfait, on fait évoluer les systèmes, ils y contribuent. Et qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent, les agriculteurs, donc des idées d'innovation à explorer, des choses qu'ils veulent voir mettre en place sur le terrain pour voir des résultats, des innovations aussi qu'ils ont déjà éprouvées en ferme, parce qu'on a affaire à des agriculteurs innovants. Et puis aussi, ce qui est intéressant pour nous dans les plateformes, c'est qu'ils amènent un certain principe de réalité, principe d'adaptation pour les systèmes que l'on teste en plateforme. Voilà, ça évite d'avoir des choses qui seraient éventuellement hors sol dans les plateformes. Ensuite, on a des visites régulières de ces agriculteurs des réseaux sur les plateformes cibles, justement pour venir voir les résultats. Et pour eux, qu'est-ce que leur apportent les plateformes? Elles leur apportent des résultats chiffrés sur des leviers innovants, elles leur apportent des séquences de culture à tester, des idées de leviers à tester, même si on ne prétend pas, et on ne souhaite pas d'ailleurs, qu'ils prennent clé en main le système que l'on expérimente sur les plateformes. Alors, un peu plus concrètement maintenant, entre qu'est-ce qu'on expérimente sur les plateformes et puis en ferme. Si on prend l'exemple du Berry et si on reprend l'exemple du système innovant qui est testé sur le Berry, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs séquences qui sont liées à des propositions des agriculteurs. La première séquence que je vais vous décrire, c'est donc dans le Berry, dans les sols argilo-calcaires superficiels, une séquence de lentilles blé dur colza. Et donc ça, c'est une succession qui a déjà été éprouvée par un agriculteur qui l'a proposé parce que ça apporte dans ce type de milieu-là de nombreux bénéfices, notamment en termes de robustesse du colza. Ensuite, effectivement, et vous l'avez noté dans les questions, on a introduit le maïs en sec dans ces sols superficiels. Ça peut paraître bizarre, et pour autant, les agriculteurs ont insisté pour le faire parce qu'ils voulaient voir, ils souhaitaient vérifier si, à l'échelle d'un système global, le bénéfice agronomique ne pouvait pas compenser la moindre rentabilité de la culture l'année donnée, parce que c'est clair qu'elle est moins rentable l'année donnée, mais est-ce que le bénéfice à l'échelle du système ne serait pas au global favorable? Et puis ensuite, ça a été aussi associé dans une succession maïs-tournesol pour faire une vraie rupture vis-à-vis des adventices. Et là encore, au début, quand les agriculteurs l'ont proposé, quand on a conçu le système, c'est des choses qu'ils ne faisaient pas dans leur exploitation, mais ils souhaitaient vérifier l'intérêt de cette rupture de cycle de 2 cultures de printemps, même dans ces sols superficiels, pour voir le bénéfice sur les graminées. Et ensuite, on a aussi mis dans le système des choses pour lesquelles les agriculteurs étaient moins d'accord, moins à l'aise, par exemple le mélange pois-blé. Pour eux, il y avait des problèmes de débouchés, donc ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt. Nous, on a voulu maintenir cette innovation, tester cette innovation au bénéfice du pois. Et bon, le fait est qu'on a fini par l'abandonner pour des raisons agronomiques, de gestion des maladies dans les céréales qui suivaient et de gestion des graminées à l'échelle du système. Mais alors, les agriculteurs, eux, que font-ils dans leur exploitation? Eh bien, on a fait le point récemment. Eh bien, toujours dans ce même exemple du Berry, on s'aperçoit que les agriculteurs des réseaux, ils utilisent très largement le principe des colzas associés à des légumineuses, plus globalement le principe général de ce qu'on appelle la démarche colza robuste. Ils mobilisent beaucoup de semi-directs sur colza et en céréales, notamment pour éviter les levées d'adventices, les limiter. Ils utilisent, comme je vous le disais, la succession lentilles, blé dur ou blé améliorant selon les agriculteurs colza. Ils ont plus récemment inséré, et plus fréquemment maintenant, du tournesol et même du millet. Ils insèrent des légumineuses qu'ils ne faisaient pas forcément tout le temps au début. Donc ça, selon les exploitations, ça peut être des lentilles, du pois, de la févrole. Ils optimisent aussi, ils font plus de couverts d'interculture, ils optimisent les couverts d'interculture. Et depuis quelque temps, ils ont aussi, en tout cas certains, mis en place des successions de cultures de printemps, voire même 3 d'affilée pour un des agriculteurs du réseau.
Alors maintenant, donc, si on est dans ce constat, ça fonctionne bien. On voit bien que le changement de système en ferme, donc il nécessite, il valorise bien cette approche d'accompagnement, hein, qui permet de prendre en compte les spécificités locales, comme je viens de vous le montrer. Par contre, on avait un souci, c'est de se dire, mais comment on fait pour déployer ces démarches? Parce qu'on manque d'outils, on manque de démarches pour le faire. Et donc, on a monté en complément du projet CIPRE, un projet qu'on appelait outillage, qui visait à mettre au point des outils d'accompagnement à la reconception pas à pas de système pour les agriculteurs, donc pour leur permettre de tester, d'évaluer, d'améliorer en continu des innovations pour qu'elles répondent mieux à leurs attentes. Donc, créer des outils pour les aider dans l'accompagnement pour pouvoir déployer plus largement ces démarches. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec 3 réseaux de CIPRE. Vous voyez que donc on a travaillé avec le réseau Berry, qui est piloté par Thierry Novien, autour de la problématique des agriculteurs qui était d'obtenir un colza robuste. On a travaillé avec le réseau Vivesia Agrosol, piloté par Jean-Luc Forler, autour de la thématique réussir sa transition vers l'agriculture de conservation des sols. Et on a travaillé avec Agrodoc, dans le sud-ouest, autour de la thématique réussir le tournesol en agriculture de conservation. Je passe un petit peu rapidement et j'en termine là pour dire finalement qu'est-ce qu'on a produit dans ce projet outillage. Eh bien, on a produit une boîte à outils à laquelle vous pouvez accéder là, sur le lien qui est sur la diapo. Et dans cette boîte à outils, on trouve plusieurs types d'outils. D'abord, à gauche, on trouve des tableaux de bord. Donc, le tableau de bord, c'est un outil pour aider à imaginer et évaluer un projet agronomique. Un projet agronomique, c'est un objectif, quelque chose, un résultat que l'on veut atteindre. Par exemple, en tout cas les 2 sur lesquels on a travaillé, c'est réussir son tournesol en agriculture de conservation et obtenir un colza robuste. Donc, on a cet objectif, on définit des états clés qui sont importants, donc c'est des états du milieu qui sont importants à obtenir pour réussir l'objectif final. Et on relie des pratiques à ces états clés au résultat final, et avec des jeux de couleurs vert, jaune, rouge, on aide l'agriculteur à évaluer ce qu'il a mis en place et à trouver les voies d'amélioration si toutefois il n'atteint pas son objectif. Voilà le principe des tableaux de bord. On a aussi développé des arbres de décision, donc mener sa transition vers l'agriculture de conservation des sols. Donc là, c'est vraiment, on est dans la prise de décision à chaud en cours de campagne. Et puis développer des méthodes d'observation, parce que tout ça, c'est beaucoup basé sur l'observation sur le terrain. Et donc, on a des méthodes simples, adaptées pour alimenter ces différents outils. Et pour finir, on est en train de finaliser un guide de construction d'usage d'outils personnalisés pour pouvoir déployer ça sur d'autres thématiques, auprès d'autres réseaux, et pour personnaliser ces outils. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à toi, Stéphane. On prendra les questions donc, après la présentation de Vincent. Donc, présentation d'un autre volet qui fait partie de l'action CIPRE, qui est l'Observatoire. Et on te laisse nous en dire plus, Vincent. C'est à toi pour 10 minutes. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, 3e volet de l'action CIPRE, avec l'Observatoire, dont un des objectifs principaux est de situer la performance des systèmes étudiés, soit via les plateformes ou via les réseaux, dans les territoires correspondants. Alors, pour avancer. C'est moi. Je te donne la main. Il faut que tu... Ouais. Comment, s'il te plaît? Excuse-moi, J'ai pas la barre de menu pour avancer. Non, il faut que tu me redemandes le contrôle, s'il te plaît. Ah oui. Voilà, c'est tout. C'est à toi. Okay. Donc, la première étape, c'est pour faire satisfaire cet objectif, c'est d'identifier la zone de représentativité associée au territoire concerné. Donc, on appelle zone de représentativité. Donc, vous avez l'exemple sur cette carte-là avec le territoire lauragais qui a une certaine homogénéité pédoclimatique. Et donc, il y a un travail en cours pour identifier une zone. Alors, sur ce territoire, nous avons identifié l'unité paysagère qui correspond à la zone délimitée par la limite rouge.
cette unité paysagère va nous servir de référence pour suivre les indicateurs d'intérêt à l'échelle de ce territoire pour comparer les performances des plateformes et des réseaux d'agriculteurs. Vous voyez qu'à cette unité paysagère correspond un ensemble de cantons sur lesquels, donc ils sont délimités par des limitations noires, sur lesquels on peut collecter un certain nombre d'informations statistiques d'intérêt, que ce soit économique, environnemental ou social. Alors, un des points qui est ressorti comme clé, vous l'avez vu au travers de la présentation, que ce soit des plateformes et des réseaux, c'est l'aspect succession culturelle et rotation qui est un des leviers majeurs dans une démarche d'agroécologie pour améliorer les performances du système. Pour positionner les plateformes et les réseaux d'agriculteurs, on a utilisé un outil développé par INRAE AgroParisTech, qui est RPG Explorer, qui permet à l'échelle d'un territoire donné d'avoir une vision la plus complète possible sur les assolements présents. Et donc ces assolements, l'idée c'est bien sûr, donc le travail a été initié cette année dans le Lauragais sur la période 2015-2020. L'idée c'est de faire un suivi dans le temps régulièrement, un RIN par exemple tous les 5 ans, pour voir l'évolution sur le territoire des successions et de la diversification, puisqu'on a identifié que c'était un des leviers qui peut être pertinent au niveau de CIPRE, plateforme et réseau. Donc, dans cet exemple-là, on est toujours dans le Lauragais. Donc, vous avez sur le tableau en haut à gauche le territoire et les principales rotations pour couvrir 100% du territoire. Sur la période 2015-2020, on a identifié 465 rotations pratiquées, hein, donc ça c'est à partir des données PAC. Donc une grande diversité. Néanmoins, quand on regarde les 18 premières rotations qui couvrent 50% du territoire, on voit que notre rotation témoin, rotation du système de référence tournesol blé dur, représente plus de 17% du territoire. On observe que les rotations de 2 ans, quand même, ont une place importante, donc que ce soit tournesol blé, blé dur ou blé tendre, puisque sur ce territoire, on cohabite ces deux céréales à paille principales, mais qu'on observe aussi des rotations un petit peu plus diversifiées, des rotations, principalement des rotations sur 4 ans, où la base tournesol blé, qui sont les 2 espèces principales sur ce territoire, est enrichie, je dirais, par d'autres têtes de rotation, comme le colza, le maïs, le pois protéagineux, le pois de printemps ou le sorgho. Donc, on observe qu'on a une certaine diversité, que la rotation témoin, elle est bien présente, c'est la première rotation, mais qu'elle s'insère dans un cadre beaucoup plus large. Alors, autre variable clé que l'on explore, c'est une variable économique. Il nous est, après un diagnostic, il nous est apparu opportun d'étudier l'EBE, qui est l'excédent brut d'exploitation par unité de travail. Donc, c'est une variable économique facile d'accès, relativement facile d'accès, puisqu'elle est calculée au niveau comptable. C'est une variable qui permet de mesurer la richesse créée par l'activité après avoir financé les charges opérationnelles et de fonctionnement. Et on voit dans cet exemple-là, dans le graphique suivant, on a l'exemple de la Champagne-Crieuse, donc autre territoire CIPRE. Vous avez en orangé les valeurs des EBE, des exploitations sur ce territoire sans irrigation, donc ça, ce qui correspond bien à la plateforme CIPRE, et en vert clair et vert foncé, les EBE annuels du système témoin en vert clair et innovant en vert foncé. Qu'est-ce qu'on observe déjà de façon globale? C'est que les tendances annuelles, le profil de courbe sur l'évolution pluriannuelle, on a une homogénéité, une correspondance entre les bonnes années au niveau économique, au niveau du territoire, et les bonnes années au niveau de la plateforme.
Par contre, on observe en complément, je dirais, que la variabilité interannuelle sur la plateforme, on le voit entre les 2 années extrêmes, par exemple 2018 et 2019, 2020, on voit que cette variabilité interannuelle est beaucoup plus élevée sur la plateforme par rapport à la zone de représentativité, où on a là indiqué des valeurs moyennes qui cachent aussi, bien sûr, une grande variabilité. C'est ce qu'on explore aussi. Et le positionnement relatif de la plateforme par rapport à son territoire est très dépendant de l'année et des performances aussi obtenues sur la plateforme, les réussites et les éventuels échecs au niveau des techniques culturelles. On le voit par exemple sur la campagne 2018 où la plateforme est plutôt mieux positionnée que le territoire, et à contrario une année type 2019 où elle est en deçà, que ce soit sur le système témoin de référence ou le système innovant. L'autre levier et moyen pour comparer et avoir des références sur le territoire, on sait qu'un territoire est extrêmement divers en termes de fermes, même s'il y a une certaine homogénéité pédoclimatique. Pour mieux appréhender cette diversité, et je dirais essayer de l'appréhender de façon la plus simple possible, on co-construit en fait des fermes type CIPRE aux performances moyennes. Donc ça a été un travail qui a été réalisé de façon pilote en 2019-2020 sur le Berry, donc sur la partie, la zone de représentativité Champagne-Berrichonne, et une démarche en cours au niveau de la Champagne-Crieuse. Donc ces fermes types, elles vont nous permettre bien sûr de faire des comparaisons aussi au niveau performance et pluriperformance, mais aussi d'évaluer des innovations d'intérêt. Il en a été cité un certain nombre dans les 2 interventions précédentes, à l'échelle de l'exploitation, et voir qu'est-ce qu'elles entraînent au niveau de l'évaluation, au niveau de la multiperformance, dans un contexte de ferme représentative de ce territoire, qui peuvent être différentes, qui peuvent être variées. Donc ça c'est basé sur la co-construction de scénarios d'innovation, où on va prendre des briques de systèmes de culture d'intérêt issus du travail précédent. On peut par exemple citer le colza associé, la diversification avec des cultures d'été ou de printemps dans des rotations en culture d'hiver. Et on fait une évaluation pluricritère avec des outils type Cister, essentiellement, qui peuvent être complétés par d'autres outils. Donc, un exemple à l'oral, on avait travaillé sur le secteur Berry, sur une combinaison d'innovation associant colza robuste et associé avec des céréales à paille sur lesquelles on a décalé les dates de semis, permettant de s'affranchir d'un désherbage de printemps. Et ce scénario de cette combinaison d'innovation-là, dans l'évaluation, avec un certain nombre d'hypothèses issues des résultats des plateformes et des réseaux, avait mis en évidence une amélioration des résultats économiques et environnementaux. Donc, par exemple, une augmentation de la marge directe de 6% et une réduction des apports minéraux, d'azote minéral, c'est un sujet d'actualité, de l'ordre de 7%. Donc, on voit qu'en isolant des briques d'innovation d'intérêt, on arrive, du moins, on s'approche de la pluriperformance. Merci à toi, Vincent. Avant de passer, alors oui, peut-être un petit point de conclusion, mais avant ce point de conclusion, comme promis, quelques questions. Alors, j'en ai une qui, dans le chat pour toi, Vincent, concernant le travail qui a été fait pour décrire les rotations pratiquées. On me demande si ce sont des rotations par exploitation. Voilà, peut-être que tu peux revenir sur, tu as toujours la main, hein, si tu veux revenir sur… J'ai la main, d'accord. Alors, en fait, j'ai demandé, hop, parce que j'avais passé la main. Alors, on a une approche sur l'étude qui est faite, donc c'est à partir des données du RPG Explorer. C'est une approche au territoire. On ne sait pas à ce jour quelles rotations sont pratiquées par exploitation. Donc c'est une approche de représentativité territoriale. C'est vrai que ce serait une échelle tout à fait intéressante à appréhender. Est-ce que cette diversification, de quelle manière elle se fait à l'échelle des fermes?
Mais en l'occurrence, dans cette typologie-là et cette pondération-là, c'est à l'échelle du territoire. Merci, ça a inspiré une autre question, mais qui concerne cette fois-ci le graphique sur les EBE, qui était de savoir quel était l'effectif des groupes qui servent à calculer les moyennes, médianes pour les statistiques régionales. Alors, donc il s'agit de données du RICA, du réseau d'information comptable agricole, à l'échelle du territoire considéré, là, la Champagne-Crieuse. Donc, il s'agit, le RICA, c'est un réseau environ de 7000 fermes au niveau national qui contribuent à ce réseau comptable. Sur le territoire Champagne-Crieuse, on était sur des effectifs d'au moins 50 exploitations de mémoire. Je vous préciserai le chiffre exact, mais on avait un effectif qui permettait, alors je ne l'ai pas présenté là, mais de voir aussi la répartition par quartile au moins des résultats de BE où on observe une très très forte variabilité au sein de cet échantillon de 50. Très bien. Merci Vincent. Une question qui sera probablement la dernière et qui s'adresse à la fois… Alors non, je reviens… Ah oui, cette question est importante parce que je pense qu'il y a besoin de réexpliquer. Comment faites-vous un EBE à partir d'une plateforme de 10 hectares? Donc là, ça fait référence à la présentation de l'EBE pour la plateforme Champagne qui s'exprime à l'échelle exploitation. Voilà. Comment est-ce qu'on passe de la plateforme à une échelle exploitation? Peut-être je peux commencer à répondre et peut-être Anne-Laure complétera. C'est vrai que donc c'est une plateforme expérimentale, ce n'est pas une ferme. En fait, on a associé à chaque plateforme et chaque modalité de la plateforme une ferme type virtuelle sur lequel sont calculés ces indicateurs de performance à l'échelle de la ferme en assimilant le système de culture évalué présent sur une ferme dans son entier. Un exemple peut-être, Anne-Laure? Oui, alors sans forcément que les chiffres soient ceux de nos extrapolations ici, mais imaginons un système colza-blé-orge dans le Berry, on peut l'extrapoler à une surface, à une ferme ayant une SAU de 100 hectares, et dans ce cas, on considère que chacun des termes de la rotation sur l'assolement correspond à un tiers des 100 hectares, donc 33 hectares environ, et on va donc considérer, on va définir un parc matériel dont les dimensions dont le dimensionnement est cohérent pour une utilisation sur cette surface-là. Et donc, on va calculer ainsi des charges en intrants, des charges de mécanisation, des charges de main-d'œuvre qui correspondent à cette extrapolation à 100 hectares avec ce parc matériel et puis avec du coup une main-d'œuvre associée qui peut être un UTH, par exemple, pour cet exemple. Très bien. Merci à tous les deux pour… Pour répondre plus précisément à la question sur l'effectif, je l'ai retrouvé, c'est 66 exploitations sur ce territoire Champagne-Crieuse. On avait l'ordre de grandeur. Merci à tous les deux. Une dernière micro-question qui s'adresse plus à toi, Anne-Laure, ou à Stéphane. Est-ce qu'on s'intéresse aux couverts vivants? Est-ce qu'on teste des systèmes avec des couverts vivants? Et puis, il nous restera ensuite une petite minute pour conclure. Voilà. Je peux commencer, Stéphane, tu compléteras pour la partie réseau. Oui, on teste des systèmes qui intègrent des couverts vivants. Par contre, aucun de nos systèmes sur les 5 plateformes n'est un couvert vivant permanent. On va introduire des séquences de plusieurs années, de 2 ans, de 3 ans, avec la présence d'un couvert vivant sur certains systèmes. Donc peut-être que c'est une bonne invitation à venir écouter les webinaires qui suivent, pour lesquels vous pourrez rentrer bien davantage dans le concret terrain technique pour chaque plateforme. Merci Anne-Laure. En fait, c'est à toi. Oui, tu veux compléter, Stéphane? Juste pour dire que évidemment les réseaux, certains agriculteurs des réseaux mobilisent également les couverts vivants, hein, que ce soit dans le réseau Berry, mais également dans le réseau Vivesia Agrosol, dont c'est même un peu le thème principal, chez Agrodoc aussi. Donc oui, également dans les réseaux, on a des infos là-dessus. Très bien.
Vous me permettez de dérouler la conclusion. Donc, comme on a essayé de vous le montrer, CIPRE, c'est une action qui vise à produire et à mettre à disposition un certain nombre de ressources pour accompagner la transition agroécologique des systèmes agricoles. Pour aller plus loin, on a un certain nombre de supports, dont le site internet CIPRE, une newsletter à laquelle je vous invite à vous inscrire, des plateformes qui sont prêtes à vous accueillir pour des visites. Et puis, on vous donne rendez-vous dès le 12 décembre prochain pour commencer un tour de France de ces plateformes. On passera par le Lauragais et ensuite, on déroulera jusqu'au mois d'avril des présentations qui se voudront plus opérationnelles, puisqu'effectivement, pour parler innovation, il est important de contextualiser les résultats et les travaux que l'on mène. Bon après-midi à tous et merci de votre participation nombreuse.